bien qui s'y connaît particulièrement en coloration capillaire et qui nous en dira un petit mot tout à l'heure. En général. Plus d'une femme sur 2, plus d'un homme sur 10 se colore les cheveux avec des colorations capillaires chimiques. Mais sait-on vraiment ce que l'on applique sur nos têtes? Certaines substances seraient au mieux très irritantes. Lesquelles précisément? Que faut-il vérifier sur les étiquettes? Que valent les couleurs dites naturelles? C'est donc notre dossier du jour. Vous pouvez interroger nos invités et réagir par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour parler de tout ça, Anne Dux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires scientifiques et réglementaires à la FEBEA, c'est la Fédération des entreprises de la beauté. Donc vous représentez un petit peu ici les industries cosmétiques. Et puis à vos côtés, Simon Assoun, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de BioCoiffe, c'est une enseigne de coiffure bio. Vous proposez des colorations végétales en salon, également à faire chez soi. Vous nous expliquerez comment ça marche et est-ce que ça tient? Résorcine, éthanolamine, ammoniac, parabène, ce sont quelques-uns des jolis petits noms que l'on peut lire sur les boîtes de coloration chimique, quoique de plus en plus de marques choisissent de retirer ces substances. Mais par quoi sont-elles remplacées? Ces produits sont-ils pour autant plus naturels? Et que valent donc les colorations dites 100% naturelles? Bérénice Lebestre et Johan Faure ont testé pour nous. Toutes les 3 semaines, Anna fréquente ce salon de coiffure, car sa hantise, ce sont ses cheveux blancs. Je regarde vos racines. Ah non, mais il y a de belles racines quand même. Hein. On peut raviver un petit peu la couleur en remettant un pigment. À force de voir ses cheveux s'abîmer, elle a abandonné il y a 3 ans les colorations chimiques au profit du végétal. Moi, j'ai toujours eu de très beaux cheveux jusqu'au jour où j'ai commencé les colorations chimiques. Ça fait des croûtes, ça brûlait énormément. Et en plus, je me retrouvais qu'un cheveu, c'était terne, affreux, qui n'avait pas de souplesse. Avec les colorations végétales, il faut suivre tout un protocole. Après le shampoing, le coiffeur applique un masque à l'argile pendant 15 minutes. Ça enlève tout ce qui est chimique déjà, qui reste, et puis ça permet aussi la coloration de se fixer un peu mieux. Tel un cuisinier, le coiffeur doit ensuite lui-même concocter sa recette. Pour arriver à la bonne teinte, il pèse et mélange différentes poudres bio, principalement d'origine indienne. Aucun ingrédient chimique n'est ajouté. Ce sont des plantes, si vous voulez, que l'on a séchées, on les a moulues, très fins, pour que ça puisse bien pénétrer dans la fibre capillaire. Ça va s'envelopper autour du cheveu. Alors il y a de l'indigo qui est en premier, souvent quand on veut du foncé, et l'anthonia qui est une plante, c'est un henné pur, qui donne un côté doré, orange. Donc le mélange des deux, plus d'autres plantes, va nous donner un joli marron. Après avoir mis un peu d'eau chaude, voici la pâte qui va être appliquée sur la chevelure d'Anna. Le principe, c'est de prendre des mèches extrêmement fines pour permettre au pigment de bien se coller aux cheveux et bien l'enrouler. Selon les teintes, le temps de pose est plus ou moins long. Pour son châtain foncé, cela va durer 1h20 sous casque. Oui. La magie du naturel. Patience. Pour certaines teintes, il faut 2 applications consécutives. La couleur va s'enrouler autour du cheveu, va faire comme une gaine, et plus les personnes font des couleurs végétales, plus le cheveu devient beau, épais et brillant. Ça ne dénature pas le cheveu. Car, contrairement aux colorations chimiques qui utilisent souvent un mélange d'ammoniac et d'eau oxygénée pour foncer ou éclaircir les cheveux grâce à un processus d'oxydation, la couleur végétale, elle, ne pénètre pas dans le cheveu. Elle agit uniquement sur la kératine, l'enveloppe externe du cheveu, pour la colorer. On ne peut pas décorer les cheveux, donc on ne peut pas faire de blond sur un cheveu noir. Par contre, sur un cheveu blanc, nous pouvons faire toutes sortes de couleurs. Ça peut aller du blond, du châtain, du marron, du rouge. Donc toute la panel de couleurs est possible. Après rinçage, il applique un soin à base d'ylang-ylang pour donner davantage de brillance et fixer la couleur. Pour l'intégralité de la prestation, Anna va débourser 130 €, brushing compris. Ce type de coloration coûte généralement 20% plus cher. Mais pour elle, le résultat est incomparable. J'ai retrouvé le cheveu que j'avais quand j'étais jeune fille. Les colorations végétales, on le vend en poupe. Dans le commerce, on peut également trouver des 100% végétales à appliquer soi-même. Elles coûtent en moyenne entre 8 et 15 €. Mais que valent-elles? C'est une poudre à diluer. Et donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de conservateur, qu'il n'y a pas d'autres ingrédients qui sont nécessaires. Là, c'est le consommateur qui va se faire son petit mélange soi-même pour se faire une couverture de colorant sur les cheveux. Donc oui, ça c'est 100% naturel, le risque d'allergie est très faible.
En grande surface, de plus en plus de marques jouent la carte du naturel, avec des packagings rassurants, sans ammoniac, extraits de plantes, huile végétale. Mais sont-elles vraiment naturelles ? Alors, ce sont des packagings qui ne sont pas à proprement parler mensongers. C'est-à-dire que si on les lit mot à mot, tout est vrai. Mais ils sont visiblement très trompeurs, quoi. Parce qu'on peut se dire, en voyant le nom du produit, en voyant tous les visuels de végétaux derrière, que oui, c'est végétal et que c'est sain, que c'est naturel. Alors qu'en fait, quand on regarde la formule, ça ne l'est pas du tout. En effet, on retrouve bien des substances chimiques, puisqu'il s'agit de coloration permanente. Les fabricants ont simplement remplacé l'ammoniac, une substance très controversée, par une autre molécule moins connue, mais tout aussi toxique. Il s'agit de l'éthanolamine. Elle est dérivée de l'ammoniac, donc elle a à peu près le même profil toxicologique que l'ammoniac, et donc les mêmes effets indésirables potentiels. C'est exactement le même fonctionnement de cette molécule, et donc le même potentiel indésirable associé. Même constat avec ce produit qui met en avant la mention sans résorcine, un colorant d'oxydation. Il s'agit d'un neurotoxique, mais là encore le fabricant a trouvé la parade. Certes, il n'y a pas de résorcine en tant que telle, mais il y a un dérivé qui est le chlororésorcinol, qui est à peu près équivalent, et puis on a beaucoup d'autres, y compris la paraphénylendiamine, qui est extrêmement allergisante, qui permettent cette réaction d'oxydation et qui sont des ingrédients chimiques très fortement, alors là, irritants, allergisants, éventuellement perturbateurs endocriniens, toxiques pour l'organisme. Des ingrédients nocifs. Alors, nous avons voulu voir l'impact de ces produits sur nos cheveux en les regardant au microscope. Voilà d'abord à quoi ressemble un cheveu sain qui n'a pas subi de détérioration chimique. Le bulbe apparaît bien plein et noir à l'image. En revanche, celui-ci a subi des colorations classiques. Quand vous lui mettez tous ces produits, vous l'asphyxiez, et s'il est asphyxié, il devient tout fin, tout petit, et là, il va tomber plus vite. Ce qui provoque donc une chute de cheveux. Mais ces produits peuvent aussi brûler les longueurs. Enfin, voici des cheveux sur lesquels des colorations 100% végétales ont été appliquées. Souvent, avec les couleurs végétales, à la longue, ça veut dire au bout d'un an, on voit d'abord la densité du cheveu a repris, et les bulbes sont de meilleure qualité, ça veut dire en proportion, j'ai beaucoup plus de bons bulbes que de bulbes fins. Grâce aux colorations 100% végétales, les cheveux retrouveraient donc densité et vigueur. Donc si on résume, la coloration naturelle, ce serait même bénéfique pour les cheveux. Parce qu'un soin, quoi. C'est ça, c'est presque comme un soin finalement. C'est-à-dire que tu mets du henné ou des produits naturels et ça entretient le cheveu. Alors on va voir néanmoins on va voir si ça n'a pas quelques défauts dans un instant. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'on dit dans le sujet. Certaines marques qui communiquent sur le fait d'être sans ammoniac, sans résorcine ou d'autres noms comme les PPD par exemple. Expliquez-nous d'abord quel est le rôle de l'ammoniac dans une coloration pour cheveux. Dans la coloration permanente, la coloration classique, le cheveu, c'est comme un poisson. C'est exactement comme les écailles d'un poisson. La couleur du cheveu est sous les écailles. Donc, si vous voulez changer la couleur du cheveu, il faut soulever les écailles pour aller glisser du pigment dessous. Et pour soulever ces écailles, il faut utiliser un milieu très alcalin, d'où l'intérêt de l'ammoniac. Par ailleurs, ça vient décaper en fait. Non, ça ne vient pas décaper, ça vient soulever l'écaille du cheveu. Tout le savoir-faire du fabricant de la coloration capillaire, c'est d'être sûr d'après de bien remettre l'écaille du cheveu en place pour regainer le cheveu. Mais sauf que si l'ammoniac a été remplacé, c'est que, même les fabricants ont reconnu que c'était pas très bon. Alors l'ammoniac a été remplacé pour deux raisons. D'abord parce que c'est irritant et il y a des personnes qui ont le cuir chevelu qui les irrite, qui brûle pendant la coloration capillaire. Donc c'est pas confortable. L'autre raison, c'est que l'ammoniac, ça sent mauvais. Et que quand vous avez 4 colorations ou 5 colorations dans le même salon de coiffure en même temps, c'est pas très agréable. Donc l'ammoniac a été remplacé par des substances qui ont le même rôle. Alors on a vu notamment l'éthanolamine, qui paraît-il est tout aussi toxique. C'est pas toxique l'ammoniac. L'ammoniac, aux quantités auxquelles c'est utilisé, c'est sûr. C'est simplement désagréable. Voilà. Donc c'est la raison. Et l'éthanolamine, il n'y a pas de problème. C'est moins irritant. C'est moins irritant. Et ça ne sent pas mauvais. Donc voilà, les objectifs sont atteints. Encore une fois, la coloration classique permanente est une coloration où on soulève les écailles du cheveu pour aller mettre un colorant. C'est donc un geste important. Voilà. Donc ça veut dire qu'on irrite mais on ne le sent pas. Le cheveu est un organe mort. C'est le bulbe qui est vivant. Le cheveu, c'est une partie morte. C'est celle-là que vous soulevez. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Sur l'explication de l'ouverture des écailles, effectivement, quand on est dans le monde de la chimie, dans la coloration chimique, il faut ouvrir les écailles. C'est pour moi une première agression. Ensuite, il faut éjecter le colorant naturel, le désoxyder,
avec l'eau oxygénée. Et ensuite, la refermeture des écailles, c'est une troisième étape encore agressive. En fait, on altère à long terme la fibre capillaire. Ça sent pas bon, ça abîme le cheveu. Effectivement, si on veut un autre système, effectivement, la coloration végétale n'a pas du tout le même. On n'ouvre pas du tout l'écaille. On n'ouvre pas l'écaille, Ouais. c'est, comme c'était très bien expliqué C'est ça. dans le reportage, un gainage. Le pigment végétal a une affinité avec la kératine du cheveu. Il faut un peu de temps et un peu de chaleur en plus pour que ça tienne bien, mais ça tient très bien. Et effectivement, comme le disait, je ne sais plus, c'est Maya, c'est un soin. La coloration végétale, c'est un cool. Je ne sais pas si c'est un soin, mais ça, en tout cas, c'était présenté manifestement les effets sur le bulbe nous laissaient pas penser que c'était presque un soin. Après une première coloration végétale, on dit souvent à nos clientes qui sont nombreuses dans nos salons, touchez vos cheveux. Et effectivement, elles ont une impression de gainage et d'épaisseur en plus. D'ailleurs, Fabien, vous en faites apparemment, vous avez dit que vous aviez J'essaye de faire ça, oui. J'ai une technique un peu particulière. Alors, je fais comme tout le monde. Alors, je me chauffe pas, je m'enrubonne pas, etc. hein. Mais je me barbouille. Toi, tu un fais peu ça à le la crâne. maison Avec du henné? Je fais ça chez moi, j'achète un petit pot de henné, ça coûte 3 fois rien, c'est bio forcément. De toute façon, il n'existe pas de henné chimique, je crois. Non, mais c'est pas parce que c'est pas. D'abord, tout est chimique, premièrement. Oui, Et c'est chimique dans la nature, on le est henné d'accord. est végétal, il n'est pas forcément bio. C'est les conditions de culture qui vont faire que c'est bio. Bon, Il est en tout cas, il est naturel. naturel, c'est pas ça Ah, que je il est voulais dire. naturel. Et donc, Donc, t'en je mets me dans ton barbouille. shampoing, tu fais Et Ah, il en met dans son shampoing. Je me barbouille déjà pour faire un vrai truc, quoi. Je me garde ça 1 heure, je fais ça 1 fois tous les trimestres, c'est rien du tout. D'accord. Et puis tous les jours, dans ma petite bouteille de shampoing, je mets quelques cuillères comme ça de henné, et ça marche formidablement bien. Non pas pour la couleur, dont je me tape un peu en réalité, mais pour le gainage, et c'est très agréable. Mais alors, attendez, ça veut dire que dans la coloration végétale, vous n'utilisez ni ammoniac, ni éthanolamine? Je vais vous dire, ça va être simple. Dans la coloration végétale, enfin tout ça, c'est celle que je prône depuis des années, c'est du 100% végétal. Il n'y a pas un seul ingrédient chimique. On peut colorer les cheveux sans chimie. Alors effectivement, le marketing du sans ammoniac, sans résorcinol, etc., c'est bien d'enlever des ingrédients, mais autant. Il y en a d'autres qui posent problème? Ceux qui remplacent Alors, sont aussi irritants. Pardon, Je crois qu'il faut être conscient du fait que on a maintenant, la coloration capillaire a fait des progrès considérables depuis 20 ans. Et on a maintenant toute une gamme de produits qui correspondent à des besoins et à des demandes différentes. On a la coloration capillaire classique qui permet de faire de façon permanente toutes les teintes de cheveux. Vous êtes blonde, vous voulez être brune, vous êtes brune, vous voulez être blonde. Tout ça est tout à fait possible, devenir rouge. La coloration est permanente, elle reste et on l'entretient en recouvrant la partie du cheveu qui a poussé. Ça, c'est la première partie. Elle a fait des progrès. Ce que vous voulez dire, c'est que dans le végétal, on ne peut pas faire tout ça. Voilà, alors attendez, ça c'est la première partie. Elle a fait des progrès, on utilise des substances différentes, on diminue les substances allergisantes, mais ça reste une coloration qui a des inconvénients. La première inconvénient étant qu'il y a une partie des gens qui sont allergiques à cette coloration. La coloration végétale est venue répondre à une autre demande. C'est d'abord une demande de naturel. Il y a une demande très nette du consommateur d'avoir des produits naturels. Et c'est une demande de coloration plus naturelle qui gagne le cheveu, qui est quasiment permanente, qui va durer en tout cas très longtemps et qui correspond donc à un besoin très particulier et qui se développe et qui est vraisemblablement une part importante de l'avenir. Mais il n'y a pas que ça. On a développé également des colorations dites semi-permanentes. Attendez, on va y venir, vous inquiétez pas, on va analyser tout le marché. Donc, Mais il y là, a juste tout on un- restait sur les produits qui restaient problématiques. Donc les autres composants qui sont à éviter, si on continue à parler d'ammoniac ou de celui qui le remplace, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent poser problème et qui peuvent être source d'allergie ou d'irritation? Ce qui pose le plus problème, c'est la fameuse phénylenediamine, la PPD. La PPD, d'accord. Voilà, qui est une substance très allergisante, qui n'est autorisée que dans la coloration capillaire et qui est à l'origine d'une vague d'épidémies qu'on a connue il y a quelques années, de ces fameuses tatouages qu'on faisait sur les plages dits au henné noir. Le henné, c'est pas noir, comme chacun sait. Et en fait, ce henné était additionné de PPD, ce qui était interdit, pour renforcer la couleur, et ça a provoqué des allergies très importantes. Et les gens qui sont allergiques à cause de ces tatouages ne pourront plus jamais se faire de coloration Donc capillaire. à surveiller sur les emballages, on l'a vu à l'écran, PPD, résorcinol et ammoniac. Déjà, si on évite ça, c'est déjà pas mal. Grâce au bon travail des journalistes qui identifient et mettent en valeur les ingrédients un peu à éviter, les consommateurs qui deviennent des consommateurs savent éviter et lire les étiquettes. Maintenant, le problème, c'est que ces molécules qui, comme on l'a dit, l'ammoniac par exemple a une fonction d'ouverture d'écailles, lorsqu'on l'identifie comme étant mauvaise, on la remplace par autre chose, mais qui a la même fonction. On ne peut pas enlever
l'ammoniac en disant on enlève l'ammoniac. Il faut forcément quelque chose qui fasse la même fonction. Quand on reste dans le monde de la chimie, il faut ouvrir les écailles et les refermer. Ce qui vous dérange, c'est cette démarche même d'ouvrir les écailles, effectivement. Mais alors du coup, on se dit, bon, bah ok, on peut éventuellement se tourner vers des solutions plus naturelles, mais il y a Fanny qui vous dit, moi je veux bien me teindre les cheveux avec des produits naturels, mais le rendu n'est vraiment pas le même. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir le même résultat? Je vais vous dire, on a un résultat meilleur. Quand vous avez vu le reportage, notre cliente qui est venue et qui a découvert ses cheveux avec la coloration, la sensation de qualité de gainage de cheveux est réelle. Et en termes de résultats visuels du cheveu, évidemment qu'on a des résultats magnifiques. Alors attendez, parce que si on met quand même quelques réserves, on disait qu'on ne peut pas passer du brun au blond. On est quand même limité. Vous avez peut-être une palette de couleurs un peu moins importante que sur la coloration chimique. La palette de couleurs est infinie. Mais effectivement, on ne peut pas passer d'une couleur foncée à une couleur claire. Ça s'appelle de la décoloration. Et effectivement, il faut passer là par un processus chimique. Mais lorsque vous avez des cheveux blancs, et là on est expert en salon puisque ça fait des dizaines d'années qu'on trouve de nouveaux protocoles et de nouvelles recettes et de nouvelles formules, on arrive à faire de jolis reflets et on a de très beaux blonds sur le cheveu blanc. On peut faire du balayage, on peut faire ce qu'on appelle le tie and dye, ces choses-là, c'est possible de les faire sur la coloration? Tout ça demande de la chimie. Toutes les couleurs un peu fantaisistes, si vous voulez venir nous voir et vous me dites, voilà, je veux avoir les cheveux bleus, Maya, ce ne sera pas possible. Il faut forcément de la chimie pour les couleurs. J'ai pas envie. Bon, l'autre reproche qu'on peut leur faire, c'est le temps de pause. On a vu que c'était parfois très long, 1 heure, 2 heures parfois. À la maison, c'est pareil. Moi, je vais vous dire que c'est comme en amour. Tout ce qui est bon met du temps. C'est ça. La cliente qui vient pour 2 heures, c'est un moment de bien-être pour elle. Elle est là, on s'occupe d'elle. Et dans le temps, est-ce que ça tient aussi longtemps? Ça tient aussi bien qu'une coloration chimique. Aussi bien qu'une coloration chimique? Presque. Alors, Anne, presque aussi bien, parce que ça ne fait, on l'a entendu, ça ne fait que gainer le cheveu. Ça tient bien. Ça tient mieux que les colorations dites semi-permanentes. Mais ça ne tient pas autant qu'une coloration chimique qui tiendra. J'invite Anne à venir nous voir en salon parce que nos clientes qui sont de plus en plus exigeantes, même dans le bio, sont sans cesse en train de regarder leurs cheveux blancs. Et lorsqu'elles sortent d'une séance, le cheveu blanc est couvert et tient. On sait qu'on peut faire des allergies au henné. Est-ce qu'il y a des limitations? Il y a beaucoup de personnes, de femmes qui sont enceintes, qui nous disent est-ce que je peux faire une coloration, et notamment une coloration végétale enceinte? Alors, pour le henné, il faut faire attention au lieu d'achat. Le henné, effectivement, comme disait Anne, c'est une plante, mais elle est parfois ajoutée de sel métallique. Alors, les scandales du henné noir, c'était ça, c'est du sel métallique. Non, c'était pas ça, c'était de la PPD qui était ajoutée au henné pour foncer volontairement le tatouage. C'était complètement interdit. Des adjonctions chimiques sont ajoutées pour pouvoir faire tenir le henné. Et c'est ça qui pose problème. Donc, bien savoir où l'acheter. La traçabilité est importante. Mais le henné est une plante que de la même façon qu'on peut être allergique à une fraise, à un fruit, on peut être allergique à une plante. Mais notre expérience nous dit que c'est hyper rare. Et donc sur les femmes enceintes, parce encore une fois, pardon, j'insiste, mais il y en a beaucoup qui nous posent la question. On a énormément de femmes enceintes qui viennent nous voir parce que les médecins maintenant eux-mêmes décommandent à leurs patientes d'utiliser de la coloration capillaire pendant la grossesse et pendant la laitement. Demandez quand même au médecin. Et la solution, ça peut être aussi, Mélanie, de laisser ses cheveux blancs ou gris. Ou gris, oui, c'était la grande tendance, enfin la polémique qui agitait le milieu de la mode et le milieu de la mode capillaire ces dernières semaines, derniers mois, pour ou contre les cheveux gris. Alors, si on est tendance, on ne dit pas gris, on dit cheveux argentés, ou même on dit blonde. T'en parlais au début d'émission, Maya, qui est donc un néologisme, qui est l'ajout de 2 mots qui sont blonde et blanc. Voilà, alors on est blonde. Qu'est-ce qui a lancé ce néologisme? C'est Sophie Fontanelle. Et c'est pour ça que je parlais de débat ces derniers temps, parce que Sophie Fontanelle est donc une ancienne journaliste de mode pour le magazine Elle est toujours journaliste de mode pour d'autres supports. Et elle a écrit un bouquin il y a peu de temps, édité chez Robert Laffont, qui s'appelle « Une apparition », parce qu'à 50 ans, elle a décidé d'arrêter de se teindre les cheveux. Et racine après racine, on suit dans ce livre son évolution capillaire et l'acceptation de sa chevelure blonde. Juste, c'est intéressant parce qu'on voit bien que cette tendance après a suscité des réactions. Il y a des jeunes femmes, on l'a vu sur les réseaux sociaux, qui ont décidé elles aussi du coup de laisser leurs cheveux gris. Alors on est pour ou contre ça. Je vous laisse le choix de décider, parce que c'est vrai que ça peut être assez impressionnant parfois. Alors juste, sous ces crinières argentées, on voit bien qu'il y a aussi un acte militant. Souvent, c'est s'affranchir des normes sociales, puisque je précise, c'est souvent un peu de l'injustice, mais c'est comme ça. Les hommes qui laissent leurs cheveux poivre et sel, ça dérange personne. Les femmes, parfois, voilà, ça crée en tout cas des questionnements. Alors, c'est vrai que peut-être juste une précision sur l'entretien.
parce qu'on parle des cheveux gris en se disant, bah voilà, c'est peut-être la solution. Il faut les entretenir parce que ce sont des cheveux beaucoup plus secs, donc il faut bien les hydrater. Et puis aussi, parfois, ça a tendance à jaunir. Donc là, je laisse les spécialistes en parler, mais on parle de shampoing déjaunisseur ou d'entretien chez le coiffeur tous les 6 mois. C'est vrai que ça peut être le poivre et sel qui peut être gênant chez les femmes. Du coup, il y a Corinne qui dit, j'aimerais savoir s'il existe une coloration pour avoir que des cheveux blancs. Oui, pas le mélange. C'est une décoloration. Ah oui. Et c'est agressif, ça, pour le cheveu? On enlève, c'est la partie initiale de la coloration, donc on enlève le pigment. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit pour ne pas laisser jeter le trouble dans l'esprit des téléspectateurs. Les produits cosmétiques qui font de la coloration capillaire classique sont sûrs. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ils ne sont pas dangereux. On est en Europe dans la réglementation cosmétique la plus sûre au monde. Simplement, les gens qui sont allergiques à la PPD ne doivent pas utiliser de coloration permanente. Et en semi-permanente, on aura moins de risque d'allergie. À partir du moment où il n'y a pas de PPD, c'est pour ça qu'il y a une liste d'ingrédients. S'il n'y a pas de PPD, il n'y a pas de risque d'allergie à la PPD. Les colorations à base de plantes exposent, beaucoup moins souvent, mais exposent également un risque d'allergie. On peut être allergique à tout. Je vous rappelle qu'on peut être allergique à l'eau. Oui, bon. Et je crois qu'il y a un peu moins de cas. Il y a un peu moins de cas. A priori, c'est un peu moins. Pardon, pour cette idée de produit sûr, c'est uniquement sur le terrain et à l'usage qu'on sait si un produit est sûr. Il y a des ingrédients qui étaient sûrs et qui ont été réglementés officiellement sur le marché et qui ensuite ont été identifiés comme non souhaitables. Donc, oui, mais enfin, il y a une réglementation européenne qui est précise, avec des ingrédients qui sont évalués, et chaque produit fait l'objet d'une évaluation de la sécurité. Bon, alors on vous encouragera pour terminer, parce qu'on est obligé de s'interrompre, mais à lire les étiquettes, comme on fait tous les jours. Et puis, aux côtés des colorations permanentes, on le rappelle, vous avez le végétal, vous avez aussi du semi-permanent, des couleurs flash à pouvoir appliquer pour une occasion, voilà, ou simplement ponctuellement. Une petite couleur flash. Un petit flash. Flash rapide. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau vous expliquer. Merci à Judith Barcessa qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va partir maintenant.